Bonjour à tous nos abonnés. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille sur notre chaîne aujourd'hui. Nous allons plonger dans une affaire criminelle intrigante qui s'est déroulée chez nos voisins italiens en 2021. Avant de nous plonger dans les détails de cette affaire captivante, je vous encourage vivement à vous abonner et à partager cette vidéo. Sans plus tarder, embarquons ensemble dans les méandres de cette sombre affaire. La famille Neumer résidait à Bolzano, une ville du nord de l'Italie. Les parents, Peter et Laura, vivaient avec leurs enfants, leur fille Madé, âgée de 27 ans au moment des événements, et leur fils Benno, âgé de 30 ans. Le jeune homme travaillait comme médecin. Il avait déjà obtenu son diplôme universitaire et était passionné de fitness. Son père, Peter, âgé de 63 ans, et sa mère, Laura, âgée de 68 ans, étaient déjà à la retraite. Auparavant, ils étaient des enseignants. Malgré leur âge, ils étaient des personnes très actives et continuaient à mener des activités sociales liées à la culture. La famille était respectée en tant que représentant d'une profession honorable dans la ville. Cependant, le 4 janvier 2021, quelque chose d'inattendu s'est produit. Laura et Peter ont disparu soudainement. La dernière fois que le couple a été vu, c'était le matin lorsqu'ils se rendaient au supermarché. Ensuite, Laura prévoyait de rendre visite à sa mère, récemment sortie de l'hôpital. Elle et sa sœur se relayaient pour s'occuper d'elle. Un voisin de la famille Neumer avait vu Peter vers 15 heures devant la maison, et vers 18 heures, Laura est rentrée de chez sa mère à vélo. Personne n'a plus revu le couple vivant. Quelques heures plus tard, la sœur de Laura, au nom de Carla, a envoyé une petite vidéo à Laura avec leur mère malade, mais le message est resté non lu. Pendant ce temps, sa fille, Madé, était à Monaco avec son petit ami et son ami. Elle n'a donc pas pu immédiatement découvrir ce qui était arrivé à ses parents. Elle avait envoyé une photo de ses vacances à sa mère, mais cette dernière n'a pas répondu. Son frère, Benno, a appelé sa mère à 20h03, le même jour, mais son appel est également resté sans réponse. 3 minutes après cet appel, il a envoyé un message vocal à sa petite amie Martina. Le jeune homme a expliqué qu'il n'arrivait pas à joindre ses parents, donc il s'inquiétait. Il a alors dit à Martina qu'il viendrait chez elle dans environ 1 heure ou 2. Le couple avait prévu un dîner romantique, et Benno était en retard. Il a demandé à ce qu'elle le rappelle plus tard, et a insisté sur le fait qu'il fallait utiliser un numéro normal, pas WhatsApp. Selon le jeune homme, cela était dû au fait qu'il n'avait pas accès à Internet. Martina a rappelé Benno plus tard, après quoi le couple a convenu de se rencontrer. À 22h12, il est arrivé chez Martina avec la voiture de son père et lui a dit qu'il avait oublié de prendre une douche. Le jeune homme est allé se laver et a demandé à sa petite amie de laver ses vêtements. Cela semblait être une demande inhabituelle, mais Martina a décidé de ne pas poser de questions inutiles et a simplement obéi. Benno a apporté un sac entier de vêtements sales et les a remis à sa petite amie. Martina, sans regarder, les a mis dans la machine à laver. Malgré ces petites bizarreries, le couple a passé une excellente soirée au bar et une nuit passionnée chez Martina. Benno est parti de chez sa petite amie seulement à 5h30 du matin. Pendant la soirée avec sa petite amie, vers 23h, il a envoyé un court message à sa mère pour lui souhaiter une bonne nuit. Benno a également remarqué qu'elle ne l'avait pas lu, bien que le texte soit clairement parvenu à sa mère. Cependant, le jeune homme était tellement passionné par sa petite amie qu'il n'a pas prêté attention à cette circonstance. Ainsi, tôt le matin du 5 janvier, Carla Perselli, la sœur de Laura, est arrivée chez sa sœur. Elle a toqué à la porte, a appelé, mais personne n'a répondu. Il était évident que personne n'était à la maison. Elle est donc partie s'occuper de sa mère malade. Vers 9h15, Carla était toujours inquiète et a appelé Benno. Elle a demandé où sa sœur et son mari pouvaient être, mais le garçon a dit qu'il n'était pas à la maison, donc ne savait pas. Carla lui a dit qu'elle était chez eux, mais personne ne lui a ouvert la porte, et Laura n'a pas répondu à ses appels. Carla était occupée et ne pouvait pas laisser sa mère malade sans surveillance, mais elle commençait déjà à s'inquiéter pour sa sœur et son mari. Elle a demandé au jeune homme de chercher Laura et Peter. Benno a promis à Carla de faire tout son possible. Il soupçonnait que ses parents étaient partis dans les montagnes, comme ils le faisaient souvent. Il a donc recommandé d'attendre quelques jours. Ce même matin, la fille de Laura, Madé, continuait de se reposer avec une amie et son petit ami à une station balnéaire.
Elle a remarqué que son message était resté sans réponse jusqu'à présent. Cela a suscité des soupçons. La jeune fille a pensé que quelque chose avait pu arriver à sa grand-mère après sa sortie de l'hôpital. C'est pourquoi ses parents étaient occupés. Elle a alors appelé son père et a été encore plus surprise. Il répondait toujours rapidement aux appels ou rappelait immédiatement, mais cette fois, il était silencieux. Son père n'était pas également connecté sur ses différents réseaux sociaux, ce qui était inhabituel. Madé ne pouvait donc pas contacter ses parents, ce qui a suscité encore plus d'inquiétude. C'est pourquoi Madé a appelé Beno. Le jeune homme a répondu qu'il se promenait avec son chien dans les montagnes, à quelques kilomètres de la maison de ses parents, mais qu'il ne pourrait pas vérifier. Il semblait nerveux en parlant au téléphone, et l'histoire elle-même semblait étrange. En fait, le chien dont parlait Beno était très vieux, malade, même dans la cour intérieure de la maison, il se déplaçait avec difficulté. Il semblait impensable que l'animal ait pu grimper plusieurs kilomètres dans les montagnes. Madé n'a finalement rien obtenu de son frère. Elle s'est donc tournée vers une voisine qui vivait à côté de la maison familiale. La voisine était à la maison, donc elle a accepté de vérifier sans problème. À sa grande surprise, Beno a ouvert la porte. À ce moment-là, la voisine parlait toujours à Madé au téléphone. La jeune fille a immédiatement entendu la voix de son frère et a été surprise, car il venait de lui refuser la demande de vérifier son père et sa mère. Beno s'est excusé en disant qu'il avait réussi à aller en courant chez leurs parents après sa promenade avec le chien. Tout cela commençait à paraître encore plus suspect aux yeux de la fille des disparus, mais son frère affirmait qu'il n'était pas à la maison et qu'il ne savait pas où leurs parents auraient pu aller. Il insistait cependant sur le fait qu'il reviendrait bientôt après une promenade dans les montagnes. La jeune fille a appelé tous les hôpitaux de la ville. Elle sentait littéralement que quelque chose de mauvais était arrivé à ses parents. Finalement, Madé est rentrée plus tôt de son voyage et s'est immédiatement rendue chez son frère. Elle a essayé de comprendre ce qui aurait pu arriver à leurs parents, mais Beno a dit qu'il n'en avait aucune idée, car il avait passé toute la journée précédente avec sa petite amie. Selon Beno, il est rentré chez lui seulement le matin, et leurs parents n'étaient déjà plus là. Désespéré, Madé a décidé de se tourner vers la police et de signaler la disparition de ses parents. Soudain, son frère a commencé à la dissuader de cette idée. Il a proposé une alternative qu'il a jugée plus efficace. Il pensait que la police pourrait ne pas accorder suffisamment d'attention à cette affaire. Il a donc décidé de s'adresser à son ami, un ancien policier. Beno lui a demandé conseil sur ce qu'il fallait faire dans une telle situation. Et son ami lui a recommandé de contacter le service de recherche qui travaille dans les montagnes. Mais ils n'ont pas pu les aider. C'est pourquoi Madé a décidé de se rendre à la police. Peu importe si son frère soutient cette idée ou non. Alors il a accepté. Beno et Madé sont arrivés au poste de police. Le jeune homme a commencé à parler de la disparition de leurs parents et a supposé qu'ils auraient pu partir en montagne. Selon lui, dans la même région où ils se rendaient habituellement, environ un jour après leur départ, une avalanche s'était produite. Le fils a supposé que sa mère et son père avaient été ensevelis sous la neige. Cette histoire semblait tout à fait plausible aux policiers. C'est pourquoi, pendant un certain temps, c'était la principale version de l'enquête. Laura et Peter ont été déclarés disparus. Les équipes de recherche travaillaient sur le site de l'avalanche. Des chiens de recherche étaient utilisés, capables de détecter une personne même profondément sous la neige. Malgré des recherches intensives pour explorer une grande zone, du temps était nécessaire. Les forces de l'ordre ont décidé de parler à Beno pour clarifier certains détails. Les policiers ont remarqué que ses réponses étaient évasives. Il s'irritait fortement lorsqu'on lui posait des questions gênantes. Son comportement semblait suspect. Lorsque Beno est sorti du bureau, il s'est soudainement emporté contre ses proches, qui étaient déjà dans la salle d'attente pour parler aux policiers. Son agressivité soudaine et inexplicable a surpris tout le monde, mais le jeune homme a attribué tout cela à la faim, à la fatigue et au stress. Même le lendemain, la police n'avait aucune nouvelle des disparus. Madé a décidé de retourner au poste de police. Son frère l'a de nouveau dissuadé, affirmant que la police avait besoin de temps pour mener des recherches. Pendant cette période, une autre fille nommée Jasmine est arrivée chez Beno. Il s'est avéré qu'il parlait à 3 filles sur Tinder en même temps. Le garçon était très intéressé par sa nouvelle petite amie et ne s'intéressait pas à l'avancement de l'enquête. Le 6 janvier,
Madej est retournée chez les policiers. Seulement 2 jours s'étaient écoulés depuis leur disparition. Mais Laura et Peter n'ont pas donné de nouvelles. La jeune fille affirmait que quelque chose était arrivé à ses parents. Elle était convaincue que sa mère et son père n'étaient pas allés en montagne, car ils prévenaient habituellement et se préparaient soigneusement. Selon Madej, il fallait mener des recherches plus intensives près de leur maison. En réalité, la police n'est pas restée les bras croisés. Ils ont accordé beaucoup d'attention à cet incident dès le début. La principale hypothèse à ce moment-là était la disparition en montagne, donc les recherches ont été concentrées dans cette région. Pendant cette période, Benno et sa nouvelle petite amie Jasmine sont allés au supermarché et le jeune homme a acheté beaucoup de peroxyde d'hydrogène. Jasmine n'y attachait aucune importance puisque Benno lui avait dit qu'il se préparait à la vente de la voiture de son père. Les policiers ont finalement écouté les paroles de Madej. Des équipes de recherche et des volontaires ont été rassemblés pour fouiller la région en dehors des montagnes et des avalanches. Malgré tous les efforts et les équipements utilisés, le couple disparu n'a pas été retrouvé. Environ 600 personnes ont été impliquées dans les opérations de recherche. Tout le monde s'est uni pour trouver Peter et Laura plus rapidement. Enfin, Madej a exprimé ses hypothèses les plus sombres. Elle trouvait le comportement de son frère étrange et le fait que leurs parents aient disparu précisément à cette période où elle était partie de la ville pour un court moment. Tout ce temps, Benno devait rester avec eux. Benno avait des relations difficiles avec ses parents. Madej pensait qu'il pouvait en savoir beaucoup plus sur ce qui s'était passé que ce qu'il disait. Les policiers ont décidé de parler à nouveau au jeune homme. Cette fois, lors de l'interrogatoire, il s'est comporté calmement, très amicalement, même trop. Compte tenu de sa réaction violente après la précédente rencontre avec les forces de l'ordre, les policiers ont soupçonné qu'il contrôlait délibérément son comportement pour ne pas révéler une information précieuse. À cette époque, des soupçons ont été émis selon lesquels les disparus n'étaient plus en vie. Il était probable que le fils biologique du couple soit impliqué. Benno est devenu le principal suspect. Madej a parlé à plusieurs reprises avec les policiers. Elle a parlé des relations tendues entre le jeune homme et leurs parents. En réalité, le comportement de Benno était parfois si brusque et agressif que sa mère biologique avait peur de rester seule à la maison avec lui. Pour Madej, elle savait qu'il y avait de la tension dans les relations entre les parents et leur fils. Il y avait plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, Benno souffrait de troubles mentaux depuis l'enfance. Récemment, son état s'était considérablement détérioré. Deuxièmement, il a commencé à prendre des suppléments sportifs pour augmenter sa masse musculaire. Cela aurait pu être une coïncidence, mais dès qu'il a commencé à prendre des stéroïdes, la situation dans la famille s'était rapidement envenimée. Il était devenu beaucoup plus agressif et s'énervait facilement. Donc, il n'était pas étonnant que juste après la disparition de leurs parents, Madej ait d'abord pensé à son frère comme suspect. Le 7 janvier, la police surveillait déjà le jeune homme suspect. Ce 7 janvier, Jasmine et Benno sont montés dans la voiture familiale et se sont rendus dans un magasin de bricolage. Ils ont acheté des chiffons, des produits de nettoyage, un seau et encore plus de peroxyde d'hydrogène. Le jeune homme a envoyé sa petite amie payer l'achat. Avant de rentrer chez eux, le couple est passé par un lave-auto. La police les a alors arrêtés. Tous ces articles achetés ont été trouvés dans le coffre de la voiture. La voiture a été confisquée pour vérification. De plus, les policiers ont essayé de saisir la veste de Benno, mais il a refusé de la remettre aux policiers. Il a de nouveau été interrogé ce jour-là. L'interrogatoire a duré jusqu'à 23 heures. Finalement, il n'a rien avoué. Il n'y avait aucune preuve contre lui, donc le jeune homme suspect a été libéré. Bien que le kit de nettoyage ait été confisqué par la police, Benno et Jasmine ont tout de même nettoyé la maison avec ce qu'ils avaient. Jasmine a simplement décidé d'aider son petit ami à faire le grand nettoyage et a refusé de répondre aux questions des policiers. Après avoir lavé la veste que la police voulait prendre, Benno a demandé à sa petite amie de la porter pendant un certain temps. La jeune fille naïve a accepté, après quoi Benno l'a enlevée et rangée. Tout cela semblait étrange et suscitait des soupçons chez Jasmine. Le même jour, les policiers ont arrêté la petite amie du principal suspect. On pensait qu'elle pourrait être impliquée dans la disparition du couple âgé. Jasmine a été interrogée pendant plusieurs heures, mais il n'a pas été possible de prouver sa culpabilité.
Plus tard, Jasmine a été interrogée à plusieurs reprises par les policiers, notamment lorsque la veste de Beno a été confisquée. Des cheveux et des fragments de peau étaient restés sur le vêtement, donc la jeune fille a dû convaincre la police de son innocence. Elle avait aidé Beno à nettoyer la maison et à porter la veste, mais elle n'avait aucune idée de pourquoi c'était nécessaire. Le 10 janvier, Beno a de nouveau appelé sa sœur. Madé était à nouveau inquiète pour la disparition de leurs parents. Le 14 janvier, la discussion sur ce sujet a eu lieu à nouveau. Ce jour-là, Madé a demandé à son frère s'il avait des idées sur ce qui aurait pu arriver à son père et à sa mère. Au cours de cette conversation suspecte, Beno a laissé entendre qu'ils auraient pu se noyer. Il a insisté en disant « s'ils se sont noyés, il serait difficile de les trouver au moins jusqu'au printemps ». Quand il a parlé de cela, Madé a eu froid dans le dos. Elle a seulement confirmé ses pires soupçons. Le 17 janvier, Madé était de nouveau dans la maison de ses parents. Elle était avec Beno, donc elle a décidé de faire part de ses hypothèses à Beno. Un conflit a éclaté entre eux, car elle a exprimé pour la première fois des soupçons selon lesquels son frère pourrait être impliqué dans la disparition de leurs parents. Le jeune homme a commencé à paniquer. D'une voix tremblante, il a essayé de convaincre sa sœur qu'elle avait tort. Finalement, il a juré qu'il n'était pas impliqué. Malgré cela, sa sœur continuait de soupçonner Beno. Elle savait à quel point il pouvait mentir habilement. Les circonstances étaient contre son frère. Désespéré, il a tristement déclaré qu'il était désolé de ne pas pouvoir compter sur un membre de sa famille dans un moment aussi difficile. Madé savait qu'il essayait de la faire se sentir coupable. Beno continuait de manipuler autant qu'il le pouvait, essayant de détourner les soupçons et de se justifier. Cependant, la jeune fille savait de quoi elle parlait, car le jeune homme avait eu des problèmes relationnels avec sa mère et son père pendant longtemps. Il avait un caractère assez mauvais, une tendance à l'agressivité et à l'impulsivité. Il était le seul à pouvoir leur faire du mal. Malgré sa tentative de manipulation, le 18 janvier, le jeune homme a été informé qu'il était le principal suspect. Les policiers pensaient que Beno avait assassiné ses parents, puis avait caché leur corps. Malheureusement, les policiers n'avaient pas de preuves concrètes. Seule une petite tache de sang avait été trouvée près de la voiture, ce qui n'était clairement pas suffisant pour considérer le couple comme mort. Mais l'enquête a continué. Des informations intéressantes ont été révélées lorsque le téléphone portable de Beno a été confisqué. La géolocalisation de l'appareil a été vérifiée. Le soir de la disparition du couple, il a quitté la ville et s'est arrêté seulement près du pont, sur la rivière Adige. Il est resté pendant un certain temps, assez longtemps pour se débarrasser des corps. Selon les policiers, c'est là qu'il fallait chercher des indices. Pour prouver ces hypothèses, une opération complexe a été organisée le 6 février 2021, ce qui a permis de vider un peu le lit de la rivière. Grâce à la procédure, le corps de Laura a été rapidement découvert, mais il a été difficile de retrouver son mari. Ainsi, plus de 2 mois après la découverte du corps de son épouse, Peter a été retrouvé sur la rive asséché. Une trace brune, ressemblant à du sang, a été découverte sur le pont au-dessus de la rivière. Les criminologues ont prélevé un échantillon pour analyse qui a révélé que la tache était du sang et appartenait à Peter. La voiture de Beno a été capturée par les caméras de surveillance cette nuit-là lorsqu'il était revenu chez Martina depuis le côté du pont. Il était donc certainement sur les lieux de la découverte des corps. Le corps de Peter est arrivé entre les mains du médecin légiste dans un état assez bon. Il était recouvert d'une épaisse couche d'algues qui avait ralenti le processus de décomposition. De plus, les températures basses ont contribué à la conservation des tissus. Cela a permis de détecter facilement des traces d'étouffement sur le cou de la femme et de son mari, causées par un objet étranger, probablement une corde. Les marques étaient caractéristiques d'une attaque par derrière. Le meurtrier avait jeté une boucle par derrière, puis a renversé la victime et l'a étranglée en appuyant avec son pied sur le dos. La cause de la mort était précisément l'étranglement. Peter et Laura ont été jetés dans la rivière déjà morts. Il n'y avait pas d'eau dans leurs poumons. Compte tenu de la solide constitution sportive de Beno, il n'a eu aucun mal à maîtriser les parents retraités. Un mois après la découverte des corps des parents, Beno a avoué qu'il était impliqué dans leur meurtre. Cette soirée fatidique, il a eu un conflit avec son père. Il voulait éviter le conflit et s'enfermer dans sa chambre, mais son père ne le lui a pas permis. L'homme est entré dans sa chambre
et a continué à se disputer. Dans un accès de colère, Beno l'a attaqué avec une corde et l'a étranglé. La mère a été effrayée par des bruits étranges, c'est pourquoi elle est montée dans la chambre de son fils. Beno ne voulait pas que sa mère le livre aux autorités, c'est pourquoi il l'a également étranglé. L'aveu semblait crédible, seul le motif était troublant, clairement trop faible pour justifier une punition aussi cruelle. Selon le jeune homme, les relations avec ses parents étaient devenues trop tendues les derniers mois. Ils se disputaient constamment. Tout cela s'est produit après que Beno ait emménagé chez ses parents. Beno a commencé à leur verser mensuellement 350 € comme loyer. C'était ce que son père exigeait de lui. Cependant, en raison de querelles constantes, le chef de famille a décidé que son fils ferait mieux de partir. Il a commencé à le pousser à louer son appartement, mais celui-ci refusait. Pour forcer son fils à déménager, le père a doublé le loyer. Beno considérait cette décision comme injuste et injustifiée. Durant cette soirée fatidique, le père l'a qualifié d'échec qui passait son temps devant l'ordinateur. Beno a affirmé que son père l'avait attaqué en premier. Il voulait littéralement le chasser de la maison par la force, c'est pourquoi il a été contraint de résister. Dans un accès de colère, il n'a tout simplement pas mesuré sa force. Mais les policiers n'ont pas cru au garçon et ont jugé cette version invraisemblable. La mort par strangulation, selon les médecins légistes, est survenue au moins 5 minutes après la mise en place de la corde autour du cou. Pendant ce temps, le jeune homme aurait pu se calmer et réfléchir à son acte. Il aurait pu s'arrêter et ne pas mener l'action à son terme. Mais cela ne s'est pas produit. Cela n'expliquait pas non plus la nécessité de tuer sa mère. Malheureusement, les seuls témoins qui auraient pu donner des commentaires à ce sujet étaient morts. Selon l'enquête, juste après le meurtre, Beno a commencé à créer son alibi. Il a appelé sa mère, faisant semblant de la chercher. Les signaux ont été triangulés à quelques mètres les uns des autres. Cela a été découvert lors de la vérification de la géolocalisation des appareils. Probablement, Beno ne savait même pas que ces informations pouvaient être vérifiées. Après le meurtre, il a demandé à Martina de laver ses vêtements, essayant de se débarrasser des preuves. La jeune fille a remis les vêtements qu'elle avait lavés aux enquêteurs. Mais aucun indice suspect n'a été trouvé sur les vêtements en question. Selon les policiers, ces actions pour dissimuler les preuves indiquaient l'intention de commettre le meurtre. Le meurtrier ne se rendait pas seulement compte de ce qu'il faisait, mais il voulait également éviter d'être puni pour le crime le plus cruel. Le jeune homme a tenté de l'attribuer à des troubles mentaux et à un état d'affectation dans lequel il était tombé à cause de l'attaque de son père. Cependant, son sang-froid et la précision de ses actions visant à dissimuler les preuves du crime indiquaient que le meurtrier était conscient de ce qui se passait. Après son arrestation, Beno a parlé à des psychiatres qui ont identifié chez le jeune homme un trouble de la personnalité lié au narcissisme et aux déviations asociales. Il y avait eu une augmentation d'agressivité soudaine chez Beno, que les médecins ont liée à la prise de stéroïdes. Beno était obsédé par l'amour-propre, passionné de fitness, et la salle de sport était la passion du jeune homme. Tout cela semblait normal jusqu'au début de la prise de suppléments. Pendant cette période, l'état du garçon s'est considérablement détérioré. Sur le plan hormonal, il est devenu encore plus agressif. Il semblait avoir complètement perdu le contrôle de lui-même. Selon sa sœur, il l'avait attaqué à plusieurs reprises dans un accès de colère. Beno avait souvent utilisé la force physique contre les membres de sa famille. Déjà dans son enfance, Beno avait essayé d'étrangler sa sœur. Heureusement, les parents étaient à proximité. Selon les mots de sa sœur, son frère était un somnambule. Une fois, même pendant son sommeil, il l'avait attaqué. Lors des interrogatoires, Beno a affirmé qu'il n'avait pas eu de problème d'agressivité jusqu'au dernier mois, jusqu'à ce que son père le pousse à bout, et qu'il voulait juste qu'il se taise pour toujours. Selon les souvenirs de Madé, en 2020, Beno était en relation avec une fille nommée Nadine. Ensemble, ils sont partis vivre en Allemagne. Sa petite amie avait raconté qu'au début de leur relation, Beno était sensible et attentionné. Cependant, ses exigences ont progressivement augmenté. Son comportement est devenu plus manipulateur. Quelques mois plus tard, Beno a commencé à montrer ses pires côtés. Égoïsme et modèle typique de manipulateur, abuseur. Il a essayé d'augmenter la distance entre Nadine et sa famille, l'isolant de ses parents
et amis. Tout cela a conduit la jeune fille à passer la plupart de son temps seule. En juin 2020, elle a réalisé que Beno avait utilisé sa carte de crédit et avait effectivement volé de l'argent sur son compte. C'était la goutte d'eau de trop. Nadine a décidé de rompre avec le manipulateur. Elle a agi avec beaucoup de détermination. C'est pourquoi Beno n'a rien pu opposer. La jeune fille a appelé les parents de Beno et leur a demandé de venir chercher le jeune homme dans son appartement. Le père et la mère ont dû faire un voyage de 7 heures en voiture pour récupérer leur fils. Ensuite, ils ont parcouru 7 heures de plus pour rentrer. Littéralement, un jour après son retour, Beno s'est réconcilié avec Nadine, a promis de rendre l'argent et a demandé à ses parents de le ramener. Après ce retour, alors que la jeune fille était au travail, il lui a envoyé un selfie où il était couvert de sang. Beno prétendait s'être battu avec un ami de Nadine. Or, cet individu était dans une autre partie de la ville à ce moment-là et n'avait pas croisé le chemin du garçon. Beno avait envoyé également ses photos à sa mère. Laura a eu peur et s'est tournée vers son ami. La femme a affirmé que son fils pouvait être dangereux, donc elle ne recommandait pas d'aller chez lui seule. La mère pensait qu'il commençait à avoir des troubles mentaux dus à la prise d'anabolisants. Lorsqu'ils l'ont finalement récupéré, il s'est avéré qu'il s'était infligé des blessures à cause d'hallucinations. Beno s'était infligé de nombreuses écorchures avec du papier de verre ordinaire, se frottant la peau jusqu'au sang. Après cet épisode, Nadine a appelé la police et le jeune homme a été emmené dans une clinique psychiatrique. Elle a décidé de ne plus le revoir, mais à l'hôpital, il n'est resté que 3 jours et a quitté l'établissement. Naturellement, pendant ce temps, les médecins n'ont pas eu le temps de faire tous les tests nécessaires pour détecter des anomalies. Il était présumé que Beno souffrait de schizophrénie, ses proches insistaient sur la nécessité d'analyses plus détaillées, mais il a refusé et a commencé à prendre des médicaments contre la schizophrénie. Après son arrestation, les psychiatres ont enfin pu travailler correctement avec Beno. Au moment du début du procès, il a été diagnostiqué avec un trouble psychotique polymorphe, aigu, au lieu de la schizophrénie. Cela signifie qu'il recevait un médicament inapproprié. Cela ne pouvait qu'aggraver l'état du jeune homme. En raison de la prise de stéroïdes, il a reçu un véritable cocktail de médicaments, provoquant un comportement inadéquat. Il s'est avéré que 6 mois avant de commettre le crime, sa mère craignait réellement pour sa vie. Elle avait caché tous les couteaux dans la maison et prenait soin de fermer la porte de leur chambre la nuit. La femme pensait que tout se passerait bien. Son fils était agressif seulement s'il était provoqué. Par conséquent, elle essayait de ne pas se disputer avec lui. Mais cela ne l'a même pas sauvé de son destin fatal. Le motif est resté un mystère. Les enquêteurs ont estimé que la dispute avec son père était une raison trop insignifiante pour tuer son père et sa mère. Mais aucune autre raison n'a été trouvée. Le 19 novembre 2022, Beno a été condamné à la réclusion à perpétuité. Mais son avocat a immédiatement interjeté appel, invoquant l'irresponsabilité de son client. L'avocat a continué à mettre l'accent sur la combinaison de facteurs négatifs qui ont provoqué l'aggravation des troubles mentaux du jeune homme. Pour que les paroles de la défense sonnent plus vraies, plusieurs expertises médicales indépendantes ont été menées, qui l'ont reconnu comme responsable. Le procureur a fait valoir que Beno avait agi de manière trop réfléchie, essayant de créer son propre alibi et de dissimuler les traces. Quelques minutes seulement après le meurtre, il a appelé sa petite amie et se plaignait de l'absence de ses parents à la maison. Beno a trompé froidement tout le monde autour de lui, a envoyé des messages à sa mère décédée, a trompé sa sœur et sa voisine, a essayé de piéger plusieurs personnes, tout cela pour échapper à la justice. Après des audiences répétées, la peine de prison à vie du garçon a été confirmée. Le verdict est resté en vigueur. Les petites amies de Beno, Martina et Jasmine, ont également été sous enquête pendant longtemps et ont été considérées comme complices, mais ces soupçons n'ont pas pu être confirmés, donc aucune accusation ne leur a été portée. Le meurtre de Peter et Laura est devenu une affaire très médiatisée en Italie et a effrayé toute la société. Mais il y a eu aussi une réaction inattendue. Des clubs de fans de Beno, les filles qui admiraient son apparence, ont créé sur les réseaux sociaux des pages pour le soutenir. Une fan a même fait un tatouage du visage de Beno sur sa main. Ok, chers abonnés, c'est la fin de cette histoire. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration. À la prochaine.